Et voilà pour le film de Karim Misquet, Un choix pour la vie, sur ces situations délicates, douloureuses pour des parents quand il s'agit de laisser venir ou pas au monde un enfant dont on sait qu'il sera lourdement handicapé. Alors comment se font ces choix? Qu'est-ce qu'un lourd handicap? Faut-il systématiser le dépistage au risque de s'engager parfois sur le chemin de l'eugénisme? On va en parler avec nos invités, avec Julie Detroy. Merci d'être là. Vous avez subi une IMG, interruption médicalisée de grossesse, à 32 semaines de grossesse. L'enfant à venir s'appelait Théo. Exactement. C'est-à-dire qu'il avait un nom. Il avait déjà un prénom, oui. Il avait déjà un prénom ou alors vous lui avez donné un prénom Il avait déjà un prénom, on avait déjà choisi à 7 mois de grossesse, je pense qu'on sait déjà à peu près comment on va appeler son bébé. En tout cas, nous, c'était le cas. Bon, vous allez nous raconter ça. Emmanuel Lalou, vous êtes le père d'Éléonore. C'est une jeune fille qui a 27 ans. 27 ans, oui, tout à fait. Et qui est, elle, atteinte de trisomie. Une jeune femme atteinte de trisomie 21, oui, tout à fait. Bon, vous nous raconterez un petit peu comment ça se passe pour elle et comment ça s'est passé pour vous, parce que vous ne saviez pas, non, à la naissance, qu'elle avait ce handicap. Voilà, tout à fait. Muguette Dini, vous êtes sénatrice UDI du Rhône. Merci d'être avec nous parce que vous travaillez souvent, régulièrement sur ces questions d'éthique. Il y a Marc Grassin, qui est docteur en éthique médicale, qui va nous rejoindre dans un instant. Et puis on va commencer avec vous, Karim Misquet, sur ce fameux film-là. Déjà, ce sujet, c'est quand même curieux d'aller se lancer sur ce sujet-là parce que ces interruptions médicalisées de grossesse, pas vraiment un sujet très courant, très traité. Non, je m'étais beaucoup intéressé aux questions de bioéthique en général, parce que j'ai travaillé pour une émission sur la surdité sur France 5 qui s'appelle L'œil et la main, et j'avais eu à plusieurs reprises l'occasion de traiter des problématiques de dépistage génétique, notamment de la surdité, et c'est comme ça que j'avais découvert en fait le mécanisme de l'interruption médicale de grossesse que je connaissais comme tout le monde, enfin, je savais que cette possibilité existait, mais j'avais aucune idée. Et quand j'ai découvert les termes de la loi, ça m'a vraiment interrogé, en fait. J'ai eu envie de comprendre comment ça fonctionnait. Vous ne connaissiez pas ce fonctionnement? Non, je ne connaissais pas ce fonctionnement, notamment le terme de particulière gravité. Qui était le premier titre du film d'ailleurs au départ, mais bon, comme il faut des titres positifs à la télé, parce que l'IMG n'est possible qu'en cas de... Alors, il faut qu'il y ait une forte probabilité. Tous les termes en fait sont importants et ont un sens assez fort, flou et précis à la fois. Donc il y a une forte probabilité pour qu'une affection d'une particulière gravité puisse atteindre le fœtus. Et il faut que cette affection soit incurable au moment du diagnostic, parce que la médecine évolue. Donc par exemple, au moment où la loi sur l'IMG est passée, on pouvait faire des interruptions médicales de grossesse pour des becs de lièvre, parce que c'était beaucoup moins bien réparé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, à part de très rares cas, ça n'est pas autorisé. D'accord. Comment, parce qu'on voit beaucoup ce qu'on appelle le staff dans votre film, ce moment pendant lequel les médecins, toutes spécialités confondues, se réunissent et discutent des cas. Ils vous ont admis facilement dans ces staffs-là? Non, ça n'a pas été difficile non plus, ça a juste pris du temps en fait, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai passé 6 mois, bon, pas en continu évidemment, mais pendant 6 mois, je suis allé en repérage donc dans le service de diagnostic prénatal à Robert Debré. J'ai fait connaissance avec tous les médecins des différentes spécialités, je les ai rencontrés un à un, on a discuté, j'aurais fait comprendre quelle était l'idée de ce film et l'intérêt que ça pouvait avoir pour eux aussi de partager cette expérience qui est la leur, qui n'est pas forcément légère, avec le reste de la société. Alors on va voir un petit extrait justement de cette réflexion dans le conclave médical. Parce que qu'est-ce qu'ils disent les parents là? Parce que s'ils demandent une interruption médicale de grossesse. À l'échographie, n'ont strictement rien dit, rien demandé. C'est pas une raison pour pas les voir. Je leur ai expliqué clairement ce qui manquait au niveau des membres. Et ça n'a déclenché aucune réaction chez eux. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on discute avec eux. Oui. Mais admettons qu'ils demandent une interruption de grossesse. Non, sélective. L'autre, il a oui, rien. Sélective. Oui, sélective. Enfin, il a un rappel vient. Non, mais d'accord, mais admettons qu'ils demandent une interruption sélective de grossesse, ça te paraîtrait licite ou... Bah ça, la discussion est toujours, c'est une vie, c'est pas possible, c'est au-delà des possibilités thérapeutiques de guérison. Par contre, c'est une vie avec un appareillage, une fausse main et une amputation de membre inférieur. Oui, donc c'est On est dans le subjectif complet, là, je veux dire, c'est... Voilà pour ces échanges qui sont incroyablement techniques. Alors bon, on n'est pas médecin, on ne comprend pas tout, mais on a l'impression quand même que l'essentiel n'est pas du domaine du ressenti, de la psychologie, etc., mais plus de la technique pure.
Disons que ça se fait en plusieurs temps. Bon, et puis après, selon mais c'est vrai que le staff, c'est un moment qui est technique parce que les parents ne sont pas là. Ce serait assez insupportable, je pense, pour les parents d'être dans la salle, enfin dans cet amphi. Mais les médecins, eux, il faut bien qu'ils parlent de manière technique pour qu'on comprenne. Donc on se dit tout sans On se gants. dit tout, voilà, parce qu'on est entre médecins et il faut connaître la réalité objective. En tout cas, tout ce qu'on peut en connaître, parce qu'on ne connaît pas forcément tout, sur la pathologie détectée Mais sur le fœtus. quelle est la part du subjectif? Parce qu'on entend là des médecins dire qu'est-ce qu'ils disent les parents, on les a pas Voilà, entendus. alors, Et dans le film, si on se souvient bien, on a vu l'échographie avant, et puis on a l'impression, j'ai l'impression qu'on leur demandait rien aux parents. On se demande s'ils ont vraiment compris ce qui se passait dans le film. Voilà, alors ça se fait, c'est un peu perlé, ça se fait en plusieurs étapes finalement. Après, bon, ça dépend du contact aussi qu'il peut y avoir avec chaque médecin. Mais c'est vrai que le moment qui est vraiment le moment le plus important, c'est le moment de l'annonce officielle du diagnostic. Et ça se fait pas en fait pendant l'écho. Pendant l'échographie, ça se dit pas tout de suite. C'est un peu comme une maturation. Petit à petit, les choses voilà, par exactement. capillarité, on comprend qu'il se passe quelque chose. Ouais, On ne dit pas tout de suite. On ne dit pas tout de suite. Je pense aussi parce que les médecins veulent avoir le temps d'en discuter entre eux, de réexaminer un cas, d'être sûr qu'ils ont bien vu ce qu'ils ont vu. Donc, faut pas oublier que maintenant, enfin, on est dans un dispositif légal. Donc ça, c'est quand même très important. Il y a de plus en plus de procès autour de questions médicales aujourd'hui. Donc les médecins, ils se couvrent. Hein, Qu'est-ce que vous dites quand vous avez vu le film? Vous avez dit quoi, vous? Je me suis retrouvée effectivement pour certains détails, mais effectivement, on n'annonce pas. Enfin, les médecins nous annoncent pas tout de suite. Je pense qu'ils essayent d'explorer d'abord toutes les possibilités avant d'annoncer cette terrible finalité. Et vous, cette technicité apparente comme ça, assez froide, ça vous a surpris? Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'ils sont entre médecins. Il faut bien dire les choses comme elles sont et à fond. Ça ne gêne personne puisque nous ne sommes pas là en général pour les entendre. Donc non. C'est comme toute profession. Si on glissait notre oreille quelquefois dans d'autres Sénats, qu'on aurait aussi des surprises, d'entendre la façon dont on peut dire les choses. C'est ça. C'est technique. Et puis, je pense que s'ils se laissent prendre par l'émotion, ils ne peuvent pas exercer leur travail. Emmanuel Laloux. Ah oui, non, mais dans cette partie où ils sont entre médecins, c'est une discussion de techniciens. Moi, ce qui m'a plutôt choqué, c'est quand je les vois face aux parents. Ah, bon, vous faites la transition. Oui. On va justement, et je vous remercie, regarder un autre extrait de votre film. Cette fois-ci, là, justement, il s'agit d'un face-à-face entre un couple concerné par ce genre de situation et puis la sage-femme. On regarde. Moi, je ne vois pas quelle vie vous allez apporter à cet enfant en lui collant des prothèses partout. Et alors, vous, votre position serait au jour d'aujourd'hui? Parce que vous en discutez forcément, vous deux, tous les deux, de cette situation, mais votre position aujourd'hui serait? Non, justement, on n'est pas sur une position du tout. Vous n'êtes pas... non? Et vous, c'est pas ce que vous pensez, alors? Si, je pense comme lui. Parce qu'il y en aura 7 derrière. Donc c'est vrai que... Il y en aura 7 derrière. Voilà. Et qu'un enfant comme ça prend pas 5 minutes dans la journée, ça prend 100% de son temps. Donc ça veut dire plus de travail et tout ce qui va avec. Mais moi, je peux pas penser comme lui. Parce qu'il bouge en moi, je le sens bouger. Voilà, donc j'ai une autre... Vous avez une autre c'est normal, oui, il y a une autre perception, une autre approche, évidemment. Ouais. Pas ressentir le truc de la même façon. Ouais. Elle l'a dans le ventre. Déjà juste le fait de le voir bouger à l'échographie. Je me rends bien compte que c'est un enfant. Je me rends bien compte que c'est mon enfant. Mais faire un enfant pour le condamner à avoir une vie de merde, parce que c'est ce qu'il aura. On sait très bien comment ça se passe en France. Les instituts spécialisés, il n'y en a pas. Il va faire quoi? Il va passer sa vie dans une chaise roulante. Voilà pour cet extrait qui est assez poignant. Marc Grassin, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes philosophe et vous êtes docteur en éthique médicale, professeur à la Cato. Je ne savais pas que ça existait. Il y a donc cette spécialité-là qui consiste à nous aider à réfléchir à ces questions d'éthique. Une réaction d'abord au film que vous avez vu. Moi, je trouve le film est assez intéressant parce qu'il montre bien la tension en fait qui se joue à la fois pour les parents, qui sont en train de tout d'un coup découvrir une réalité et donc ils auront à assumer, à construire progressivement cette réalité-là. Donc voilà, une vraie décision un peu massive. Et puis en même temps, on voit bien l'inévidence aussi pour le staff médical
Ils ont voilà une expérience, des possibilités, et eux aussi sont d'une certaine manière dans une évidence. Donc, je trouve ce qui est assez remarquable dans le film, hein, c'est on voit bien le grand point d'interrogation qui constamment finalement traverse ces histoires d'interruption médicale de Alors, grossesse. on est presque un peu surpris, enfin moi en le voyant la première fois, j'étais presque un peu surpris de cette distance que met la sage-femme quand elle aborde le cas. On a un peu l'impression que les mots, par exemple, IMG, c'est même pas prononcé. On ne dit pas. On dit des choses et on se retranche derrière l'appréciation qu'en fera le spécialiste. Il y a cette volonté comme ça de rester à distance, Madame la sénatrice. Oui, ça m'a aussi étonnée. Ça m'a aussi étonnée. Je me suis demandé si c'était la bonne personne, si elle avait été formée à ces annonces. J'ai été étonnée. Parce qu'en fait, c'est vrai, on ne dit rien, on laisse les parents... Faire le chemin tout seul. Faire le chemin tout seul. On ne leur offre pas les possibilités. Mais bon, en fait, il ne s'agit pas réellement d'offrir des possibilités. Je pense que il s'agit d'éclairer. Et la loi n'a pas été écrite non plus pour aboutir à l'IMG. Il faut détecter pour guérir in utero, si possible. Je pense qu'il ne faut pas non plus penser qu'aujourd'hui, tout ce qui est diagnostic a pour finalité l'IMG. Mais enfin moi j'étais surpris parce qu'on a cette sage-femme qui constamment dit je ne peux rien dire, je ne peux rien dire, qui renvoie à un autre entretien. On se dit mais ça doit être terrible de la part pour les parents. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce moment-là vous-même quand ça s'est posé pour vous. Vous vous souvenez de ça? Vous avez eu ce genre d'entretien-là? Oui, j'ai eu ce genre d'entretien. Moi, enfin, nous, on a eu l'impression d'être bien accompagnés. Par contre, c'est sûr que ça a duré dans le temps. Ça, entre le moment où on a su qu'il était malade et le moment où on a décidé d'interrompre la grossesse, il s'est passé 3 semaines. Donc bon, c'est 3 semaines très longues et très difficiles. Parce qu'il se passe quoi pendant ces 3 semaines? Il y a eu plusieurs examens, dont une amniosynthèse, plusieurs échographies, voilà, donc avec de l'espoir, puis de nouveau le désespoir, voilà. Donc, c'est quoi? C'est une sorte de cheminement qu'on fait? Il n'y a pas de coup près qui tombe? On ne vous dit pas c'est fichu, c'est pas possible, votre enfant sera comme ça? C'est-à-dire que le jour où on nous a proposé cette éventualité, on s'en doutait de toute façon depuis déjà quelques jours. On se doutait bien que, voilà, on voyait bien que notre enfant était malade, que ça ne s'arrangeait pas. Et alors, nous, c'est un peu particulier Par parce ces que... rendez-vous qui avaient eu lieu. Petit à petit, vous commenciez à vous dire que... C'est ça? Oui, ça commençait effectivement à cheminer dans notre tête. Alors que nous, c'est un peu particulier parce qu'au départ, il devait... Bon, au départ, on ne savait pas ce qu'il avait. Ensuite, on a su qu'il n'arrivait pas à évacuer ses urines. Il avait un problème au niveau de l'urètre. Donc, on devait l'opérer in utero. Et le jour de l'opération prévue, en fait, ils ont fait une échographie, une dernière échographie de contrôle. On a vu qu'il avait fait une hémorragie cérébrale massive. Donc, c'était pas terminé. Mais bon, voilà, il n'y avait plus d'espoir, en tout cas, pour lui. Vous savez ça comment? Parce qu'on vous l'explique, on prend le temps de vous l'expliquer, on choisit les mots pour vous le dire. Oui, une fois l'échographie de faite, ils ont éteint le moniteur et un médecin est resté avec nous et nous a parlé calmement, nous expliquant qu'il était désolé pour nous, mais que notre enfant avait fait une hémorragie cérébrale très importante et qu'on j'allais devoir passer un IRM pour évaluer un peu l'importance de cette hémorragie. Donc ce que j'ai fait, et quand on a vu que c'était vraiment très très important, voilà. Ça, c'était il y a 7 ans. Oui. Vous étiez à 7 mois de grossesse. Oui. Par muet, tout ça. Mais comment on reçoit ce genre de nouvelles? Parce que c'est peut-être quelque chose qu'on redoute quand on est femme enceinte, que son bébé ne soit pas tout à fait comme on l'imagine au départ. Non, nous, on était totalement innocents. C'était notre première grossesse. On se doutait absolument pas que ça pouvait arriver. Quand on nous en a parlé, on avait l'impression d'être les seuls à qui ça arrivait. Alors après, on a fait des recherches sur Internet, etc. C'est quand même très tabou comme sujet. Donc, et on a fait des recherches, on a vu qu'effectivement, enfin moi j'ai rencontré des gens d'une association qui s'appelle Petite Émilie, qui soutient les parents confrontés à une IMG ou à un deuil périnatal. Et là, sur le forum, j'ai rencontré plein de gens à qui... Enfin, je me suis dit, en fait, non, nous ne sommes pas les seuls. Ça arrive à beaucoup de couples. Ça arrive à, je crois, 7000 familles par an en France. Cet échange-là, c'était même avant même de prendre la décision? Déjà, vous étiez dans une quête d'information, d'échange, de partage par rapport à ce qui vous arrivait? C'était au moment où on nous a proposé
d'interrompre la grossesse. Alors comment ça se fait ça? Parce qu'en fait, voilà une sage-femme qui dit je sais pas, on verra, etc. Et on sent que de la part du corps médical, peut-être pour être en conformité avec la loi, hein, il y a ce souci-là de ne pas influencer, de ne pas proposer, de laisser mûrir les choses, de donner des informations. C'est comme ça que vous l'avez senti? Alors nous, c'est un médecin, gynécologue obstétricien qui nous a parlé de ça, qui était d'ailleurs très ému, ça nous a beaucoup touchés. En nous annonçant cette possibilité, il était accompagné d'un neuropédiatre pour nous aider dans notre choix. Il nous a dit voilà, moi je peux pas vous dire interrompez la grossesse ou non. C'est à vous de faire votre réflexion et voilà. Si vous souhaitez poursuivre la grossesse jusqu'au bout, on vous suivra de toute façon. Maintenant, vu son état de santé, il allait certainement soit décéder in utero, soit au moment de la naissance, via la force des contractions qui allait certainement... Donc c'est l'idée de vous donner un maximum d'informations aussi fiables possible sur ce que va être votre grossesse, l'accouchement éventuel, voire la croissance de cet enfant si on le laisse venir au monde, c'est ça? Vous l'avez senti comme ça? Oui, tout à fait. Et comme une liberté totale après de prendre votre décision avec votre mari? Oui. Après, ce qui était difficile, c'est qu'entre le moment où on nous annonce ça et le moment où ça se passe, il s'est passé une semaine. Donc pendant une semaine, on sait que la grossesse va s'arrêter, mais on continue de vivre avec ça, alors que je pense que les parents ont envie une fois qu'ils ont décidé d'interrompre la grossesse, ils ont envie que ça se passe très vite. Or, il faut ce temps nécessaire, je pense, pour que ça chemine dans notre tête. Et vous-même, vous dites quoi? Une fois vous décidez à quel moment? Très vite, quand vous avez le tableau clinique de ce qu'est votre enfant? Oui, au moment où pas tout de suite, mais ils nous ont laissés avec mon mari et on a décidé, on s'est dit qu'on préférait nous souffrir psychologiquement que le faire souffrir lui toute sa vie, physiquement. Et là, vous avez envie que ça aille vite? Qu'on vous débarrasse, entre guillemets, de cet enfant qui n'est plus votre enfant? C'est ça, comme ça vous le voyez les choses? Débarrasse, c'est un mot un peu dur, mais... En tout cas, je ne me voyais pas continuer comme ça plusieurs jours en sachant en connaissant la finalité qui est tragique. Mais pendant cette semaine, on a quand même eu le temps, ça nous a permis de prendre des décisions comme le voir, l'habiller, lui donner donc, le prénom, on l'avait déjà choisi, lui organiser ses obsèques. Voilà, il a rencontré ses grands-parents, voilà. Ah, il s'est passé tout ça? Il s'est passé tout ça. Enfin, nous, en tout cas, ce qu'on voulait, c'était l'accompagner jusqu'au bout du mieux possible. Et c'est pendant cette semaine que j'ai effectivement eu connaissance de l'association Petite Émilie, qui m'a aussi aidée dans tout ce cheminement. Il a un nom, il a sa place sur le livret de famille, il a une tombe, c'est un enfant. Tout à fait, c'est notre premier enfant. D'accord. Je me suis toujours battue pour le faire reconnaître comme mon premier enfant. Comment vous réagissez à ce que raconte Madame de Troyes? Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas schématiser les choses. C'est-à-dire c'est toujours des histoires singulières, finalement. Et que la question qui était évoquée précédemment de la difficulté de la sage-femme éventuelle à dire, à prononcer un certain nombre de mots, c'est plutôt un avantage. C'est-à-dire que ça montre que dans ces histoires singulières, il y a besoin de temps. Et je pense que la question du temps est centrale. C'est-à-dire que d'abord, il y a une incertitude. Et parce que ces décisions-là sont des décisions lourdes, graves, qui engagent l'existence de l'enfant, alors il faut se donner du temps. Et il faut se donner du temps, ça veut dire pas aller trop vite, et dans le diagnostic et dans le pronostic, et puis pas aller trop vite dans les mots, parce que quand on prononce des mots, faire du rétropédalage après, si on s'est trompé, c'est difficile. Donc il faut avancer vraiment quand on est sûr, de la part des médecins. Oui, il faut avancer. Autant que faire se peut. Bien sûr, c'est-à-dire tant qu'il y a des zones d'incertitude, et on appelle ça souvent des zones d'incertitude, il faut prolonger les investigations pour assurer au maximum la réalité objective de la pathologie du fœtus. Ça prolonge un suspense qui doit être assez terrible, non? Insoutenable. Oui, tout à fait. Vous êtes passé par là, à vous dire, et si il se trompait, et si quand même, et si... Oui, tout à fait. Oui. Oui. On s'est dit, enfin moi je me suis dit, certains ils doivent se tromper, c'est pas possible. Bon, voilà. Après, on leur a fait confiance et on a bien vu de toute façon que, à travers les échographies, les résultats d'examen, qu'il y avait un problème. Donc. Et vous dites, on a très vite décidé de refaire un enfant et c'est ce qui nous a sauvés. Oui. C'est quoi? C'est votre couple qui a été sauvé ou c'est vous individuellement qui avez été sauvé par le fait de faire un enfant? C'est pas notre couple, parce qu'au contraire, ce n'est pas notre couple, parce qu'au contraire, notre couple a été renforcé par cette épreuve. C'est nous, individuellement, mon mari et moi-même.
C'était nécessaire de... C'était nécessaire parce que c'est une épreuve tellement insupportable. Enfin, ça va à l'encontre de toute logique de mettre un terme à la vie de son enfant qu'on a désiré et qu'on a aimé. Donc ça nous a aidé d'avoir vous étiez apprenti ou journaliste avant. Assistante de journaliste, oui. Ouais, et vous êtes infirmière maintenant. Je suis infirmière en salle de naissance. Et vous avez fait des études dans la foulée pour vous rapprocher de ces situations-là, et vous êtes en salle de travail ou de naissance avec les femmes, vous les conseillez, vous les accompagnez, vous les aidez, vous leur parlez. Ça fait pas très longtemps que ça fait pas très longtemps que je suis en salle de naissance. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le sujet, sur l'accompagnement des interruptions médicales de grossesse. J'avais envie avant cet événement de devenir infirmière, mais bon, je pense que j'avais pas la maturité nécessaire avant pour le faire. Et puis peut-être que, de toute façon, notre fils nous a bouleversé tout le reste de notre vie. Donc effectivement, c'est peut-être cette situation qui a fait que j'ai voulu me lancer dans les études d'infirmière. Madame Dini. Je trouve ce témoignage extrêmement émouvant. Et comme le disait monsieur, il s'agit effectivement d'histoires très personnelles et d'appréhension de cette situation de manière très personnelle. Et je pense que ce qui est peut-être encore plus difficile, c'est quand cette interruption vient très tard dans la grossesse, où vraiment l'enfant existe. Il aurait pu être né à quelques semaines près. Et ça doit être très difficile. Très difficile. Et je comprends mieux, à travers ce que vous dites, je comprends mieux le comportement des médecins et corps médical. Oui, je comprends mieux. Parce qu'en fait, cette distance-là, parce la loi prévoit effectivement que les parents doivent être éclairés, qu'on doit s'assurer de ce qu'on dit, etc. Mais c'est à eux qu'appartient la décision. Oui, absolument, bien sûr. C'est aux parents qu'appartient la décision. Et ils ne peuvent prendre cette décision qu'en étant effectivement très bien éclairés. Et le temps qui est nécessaire à confirmer ou infirmer quelque chose, on comprend que ce soit nécessaire aussi pour la maturité de la décision. Et le corps médical, lui, doit dire effectivement si le cas rentre dans la loi ou pas, quels sont les risques ou pas d'avoir un enfant gravement handicapé, enfin satisfaisant si je puis dire, rentrant dans les catégories définies par la loi. On va voir un nouvel extrait justement, puis je vais vous demander à vous, Emmanuel Laloux, ce que vous en dites, mais un nouvel extrait justement sur cette façon qu'on a de dire un diagnostic. Et là, c'est à nouveau un face-à-face, c'est toujours évidemment extrait du documentaire, où on va des parents venus du Portugal pour avoir un deuxième avis et qui vont être confrontés à une réalité. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors, juste avant de faire une réponse de ce que la loi permet, donc on est devant, même si avec la tête, le fait d'avoir une tête nettement trop petite, on est dans une situation où il y a un risque important de handicap grave pour lequel on n'a pas de médicaments, pas d'opération à vous proposer. On peut faire la rééducation qui peut aider mais qui ne va pas guérir l'enfant. Donc on tombe dans le cas où la loi permet de proposer un arrêt de la grossesse si les parents le désirent. Donc nous, même si avec que la tête, qui est trop petite, même si on oublie tout le reste, on est dans une situation où on peut vous proposer d'arrêter la grossesse si vous le désirez ou si vous le demandez. Quel que soit le terme d'ailleurs. Il n'y a pas de limite de terme. À la différence du Portugal. Mais bon, il y a toujours les autres 30% tout à fait. Possibles, ou 40%, j'en sais rien. On arrive à des statistiques, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ouais, alors, en plus, la statistique ici, dans ce cas-ci, va être difficile à vous donner parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est que si on trouve quelque chose à l'analyse des chromosomes, on est dans un risque extrêmement élevé. C'est pas du 100%, mais on se rapproche du 100%. On se rapproche. Si on combine le cerveau et qu'on pense que les petits signes dont je vous ai parlé sont vraiment réels, on est à un risque très élevé aussi. On doit être au-delà de 80% de risque. Si on n'a que le cerveau, on est probablement au-delà de 50% de risque quand même. Voilà pour ce nouvel extrait. Emmanuel Laloux, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes le président de l'association Down Up. C'est ça, et Down Up, c'est une façon de rebondir, mais c'est aussi Down, c'est... le syndrome de Down, c'est la trisomie 21. Oui. C'est la trisomie 21, et puis aussi président du collectif Les Amis d'Éléonore, Éléonore étant donc cet enfant qui a maintenant 27 ans, qui a bien grandi, et qui est atteinte de trisomie 21. Bon. Quand vous voyez ce genre d'échange avec des médecins, qu'on ait à calculer les pourcentages de risque, de chance, etc., vous n'êtes pas passé par là. Il n'y a pas eu de ça pour vous. Vous n'avez pas eu à vous prononcer sur « je laisse venir au monde » ou « je laisse pas venir au monde cet enfant qui a la trisomie ». Vous ne le saviez pas.
Nous ne savions pas, non. Nous avons, en fait, on nous a annoncé d'abord une cardiopathie. C'est-à-dire qu'Éléonore est née et elle a été en souffrance très très rapidement à cause du cœur. Et les médecins nous ont dit, écoutez, elle n'a que 2 semaines à vivre. Et c'est tant mieux, et parce que 2 jours après, ils nous annonçaient la trisomie 21. Enfin, non, on nous a dit carrément une aberration chromosomique. Mais en fait, nous, on s'est trouvés face à des médecins qui étaient complètement démunis et qui n'avaient pas du tout de formation à l'annonce du handicap. À cette époque-là, on n'en était pas... C'était moins avancé, si je puis dire. Tout à fait. Bon, ce qui fait que ça a été un grand choc, mais en même temps, nous venions déjà de perdre un enfant. Et pour nous, Éléonore devait vivre. Et effectivement, elle a passé ses 15 jours, et ensuite elle a passé pratiquement une année sous oxygène à la maison. Elle a eu une opération du cœur, qui aussi a été très difficile. Mais ben voilà, aujourd'hui elle est là, elle a 27 ans, elle a été opérée du cœur, elle est atteinte d'une trisomie 21. Aujourd'hui on va en parler, mais à l'époque, s'il avait fallu choisir, vous vous posez cette question de temps en temps ou... À l'époque, nous clairement, dans notre couple, on dit on ne sait pas ce qu'on aurait fait. Toutes les images que nous avions de la trisomie 21, de ce qu'on appelait le mongolisme à l'époque, étaient des images horribles, très très négatives. Ce qui fait que très rapidement, moi, je trouve qu'on a un rôle à jouer que de montrer et de faire changer le regard porté sur la trisomie 21, parce que c'est loin d'être l'idée que l'on pouvait s'en faire. Nous, souvent je dis, c'est comme si j'avais pris un billet d'avion avec mon épouse pour aller à Venise. L'avion, malheureusement, est détourné, on a atterri en Hollande, quoi. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière. Et cependant, il faut s'adapter et passer de bonnes vacances aussi en Hollande. Et on peut aimer la Hollande pour autant. Donc, c'est une aventure. Voilà, ça nous est arrivé comme ça. On a réagi. Alors, on a réagi, je pense... Est-ce que vous vous êtes dit quelquefois au début de la prise en charge de cet enfant-là, même si on comprend bien que vous l'avez complètement accepté, qu'au contraire, vous ne regrettez rien, mais est-ce que vous vous êtes dit, à certains moments, si on avait su, on aurait peut-être fait autre chose? Non, pas du tout. Jamais. Je vais vous dire, ça a été une vie bouleversée. Clairement, je pense que je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis si je n'avais pas eu Éléonore. Je l'en remercie d'ailleurs. Ça m'a ouvert beaucoup de choses. Et on n'a jamais eu. Non. Une fois qu'on est parti, alors ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est que très très vite, on a rencontré des familles avec des enfants atteints de trisomie 21. Et ça, je veux dire que on a vu quel type de rayon de soleil... on n'est plus seul. On n'est plus seul. Un petit peu comme madame. Bon, ne plus être seul, c'est important, quoi. Et je pense qu'à partir de là, on a compris qu'il fallait se battre. Et nous, on s'est dit, Éléonore est différente, mais elle fera un parcours en milieu ordinaire. Alors, je reviens à l'extrait qu'on vient de voir. On voit que là, on sous-pèse le pronostic, les pourcentages, les risques, les chances, etc., etc. Et on se dit, bon, il y a quand même une orientation. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a une petite orientation vers... de toute façon, ça ne sera pas joli, pas brillant. Hein, c'est comme ça qu'on le ressent. Vous avez l'impression, personnellement, qu'on va trop facilement vers ce genre de constat, d'état des lieux, et pas suffisamment vers mais il y a du soleil au bout. Voilà. C'est ça que vous dites. Mais moi, je me bats pour que l'annonce ne soit pas faite uniquement par des médecins, mais qu'il y ait un accompagnement d'associations. Que des parents puissent venir témoigner si les parents le souhaitent, hein, ce n'est pas une obligation. Mais je pense qu'il y a un versant médical où on parle vraiment que de chromosomes, on est technique, pourcentage, mais on en a oublié l'enfant qui est derrière. Mais il ne faut pas influencer aussi, c'est compliqué pour les médecins. Mais comment on dit à des médecins d'aborder ces questions-là? Quand ils vous posent la question, vous leur dites quoi? D'abord, je pense que ça a évolué. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on n'en est pas là où nous en étions dans la formation médicale. C'est-à-dire que ces questions-là, elles ont mûri progressivement par l'expérience, etc. Donc il y a une mutation là-dessus. Il me semble ce que doivent d'abord les équipes pluridisciplinaires par rapport aux parents qui ont un enfant qui est porteur d'un handicap extrêmement sévère, c'est un état objectif de la situation. C'est-à-dire que ça, c'est un incontournable. C'est-à-dire que si on veut... L'objectivité, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué, mais précisément, on voit bien que l'objectivité qui est présentée dans le reportage, c'est dit sous forme statistique, donc qui est teintée d'une certaine forme d'incertitude. D'accord ? Mais si on veut pouvoir faire en sorte que des individus, des parents, puissent prendre une décision dans une liberté et de manière responsable, il faut qu'ils aient cette espèce de cartographie, d'image générale qui leur permette
après de porter la question beaucoup plus fondamentale qu'est la question existentielle, c'est qu'est-ce que je fais maintenant en termes de décision. Mais vous voyez bien qu'il y a cette nécessité, alors éventuellement d'une brutalité, de chiffrer, etc., mais qui, de mon point de vue, est la seule condition de possibilité pour que la liberté des hommes et des femmes qui ont à prendre cette décision-là puisse s'exercer véritablement. Et du coup, la question de quels sont les autres discours accompagnateurs est évidemment fondamentale, parce que on ne peut pas décider avec, écoutez, il y a 90%, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça veut dire que d'après vous, il faut aussi qu'il y ait qu'est-ce qui peut se passer après? Ça veut dire quoi d'élever un enfant comme ça? Il sera comment? Quelles sont les structures d'accueil éventuelles? Est-ce que tout ça, ça doit être envisagé aussi avec le médecin dont c'est pas le boulot? En tout cas, ça doit être envisagé. Alors, il y a des associations qui le font, etc. Dans le documentaire, c'est montré en partie. C'est-à-dire que lorsque l'orthopédiste va montrer des photographies de l'enfant appareillé, par exemple, voilà, c'est des manières de montrer qu'il y a du possible, de l'existence possible avec une prothèse, deux prothèses, etc. Bon. Donc, il y a tout ce travail d'alternative à présenter qui est fondamental. C'est-à-dire que, évidemment, si c'est que chiffré, bon, c'est déprimant et ça oriente très fortement potentiellement une décision, il y a des alternatives. Alors, voilà. Si je me réfère aux chiffres, hein, je crois que c'est grosso modo environ 7000 interruptions médicalisées de grossesse par an. C'est beaucoup, c'est très peu comparé aux 200 000 avortements par an. Vous me direz, le 800 rapport. 000 naissances. Et 800 000 naissances, donc il faut relativiser tout ça à l'échelle d'un pays et de sa population. Et c'est, je crois, pas loin de 2000 IMG pour trisomie 21. C'est 96% d'IMG de personnes atteintes de trisomie 21. Oui. 96% des enfants détectés ayant une trisomie. Oui. Comment dire ne voit pas le jour. D'accord. Et vous trouvez quoi? Que c'est trop? Je pense que c'est une méconnaissance qui amène ça. Moi, je me bats contre la stigmatisation qui est faite sur la trisomie 21. Souvent, on présente la trisomie 21 comme un handicap très très lourd. Il n'est pas très lourd, il n'est pas non plus très onéreux. On est en train d'en faire, nous, la preuve, parce qu'on a des personnes trisomiques qui vivent comme d'autres au quotidien, qu'on sait amener à une autonomie, à un parcours ordinaire. Je pense qu'on subit aussi l'effet de tout ce qui a été l'institutionnalisation, où on a caché les enfants. C'est-à-dire que la personne trisomique, elle quittait le foyer familial, elle était placée en établissement, on ne la voyait pas. Aujourd'hui, nous, les enfants comme Éléonore, qui ont traversé le milieu scolaire... Elle vit dans un milieu ouvert, elle a son appartement, dans une résidence, alors vous m'avez dit, en alternance avec des personnes âgées et des personnes trisomiques, et tout le monde se rend en service, dans ces handicaps respectifs, si je puis dire. Et voilà. Et donc la vie est possible. Et la vie est possible. Madame la sénatrice, est-ce qu'on se dit attention, il y a le risque d'aller trop loin quand on parle d'eugénisme. Est-ce que d'avoir une approche uniquement médicalisée et statisticienne, est-ce qu'elle n'est pas un peu dangereuse par rapport à un autre... Alors moi, j'ai un autre regard. D'abord, je ne pense pas qu'on risque l'eugénisme parce que cette loi est très encadrée, cette possibilité est très encadrée, et je n'y crois pas. Mais ce que vous dites, messieurs, me pose question. Parce que dans cette affaire, alors c'est vrai que c'est un peu moins vrai pour les trisomies 21 légères, mais pour les autres handicaps, où est l'intérêt supérieur de l'enfant? Là, on se place sur le plan des parents, de leurs décisions. Sur le plan médical, moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Les choses, si elles se passent comme ça, sont très bien faites. Vous dites quoi, une sorte d'égoïsme de la part des parents à mettre au monde des enfants qui vont souffrir toute leur vie de ce handicap-là? Oui, on ne leur demande pas leur avis, on prend une décision à leur place, et ils peuvent être extrêmement malheureux s'ils sont handicapés. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que... moi, vraiment, ça me pose vraiment question. Et si on multiplie les dépistages, soit pour la trisomie et après sur d'autres choses, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à éradiquer complètement le handicap de la société? Et non. Voilà. Et non, il n'y a pas de risque malheureusement. Parce que d'abord vous avez tous les handicapés de la vie, mais vous avez aussi beaucoup d'handicapés de naissance.
soit des enfants qui sont nés très prématurément et qui ont des déficiences, soit des accidents de naissance, on en connaît autour de des soi. Des handicaps qu'on n'a pas pu anticiper, vous voulez dire? Non, des handicaps qui sont dus à des difficultés lors de l'accouchement. Ça existe encore. Et je peux vous dire que j'avais rencontré il y a 2 ans un responsable des maisons spécialisées qui nous expliquait qu'il y avait plus de personnes, d'enfants handicapés maintenant qu'il n'y en avait il y a 15 ans. Et que ces enfants handicapés, c'est pas qu'ils n'avaient pas été détectés, c'est pas qu'ils étaient nés parce que les parents avaient décidé de les faire naître, il y en avait bien sûr une partie, mais c'est parce qu'ils avaient souvent été réanimés mal, trop tôt, pas assez tôt, enfin bon. Et donc, si vous voulez, moi, alors ça, une fois qu'un enfant est né, on lui doit tout. Quel que soit son handicap, on doit faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit le mieux possible. Je repense à ce que vous disiez sur est-ce qu'il faut imposer à un enfant qui, à la limite, ne l'a pas choisi, de naître et de grandir malgré un handicap. C'est ce que vous dites un petit peu. De naître et de grandir avec un handicap qui fait qu'il est différent des autres et qui peut être très, très, très différent. Bon, mais le curseur, on le met où? On parlait du bec de lièvre tout à l'heure. Le curseur, il est où? Qu'est-ce qui est admissible ou pas admissible comme handicap? Seuls les parents peuvent le décider. Je pense que seuls les parents, ils sont informés et ils peuvent le décider en leur âme et conscience. Soit ils estiment que la vie doit être accomplie quelle qu'elle soit, soit ils pensent que l'enfant qu'ils vont mettre au monde va souffrir et ils préfèrent que ça ne soit pas le cas. Non, mais derrière ça, il y a bien sûr l'enfant parfait. Il y a se dire, je veux un enfant qui soit merveilleux, qui soit extraordinaire, qui n'ait aucun défaut, etc. Et je ne peux pas supporter le moindre défaut à la fabrication. Non, mais là, on parle de handicap handicap grave, vous l'avez bien vu. On ne parle pas de... Parce que dans le film, il y a un enfant qui a un bec de lièvre. Et le médecin lui dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Ça s'opère, et puis voilà. Bon. Je crois que les médecins ne proposent des interruptions médicales de grossesse que quand il y a vraiment un gros risque, un risque très important. Je suis d'autres quand on parle de ça, de génisme, de où est-ce qu'on met la barre, de curseur, de qu'est-ce qui sera acceptable ou pas comme handicap, ça vous fait réfléchir aussi, puisque dans les salles de travail, avec les femmes qui peuvent être confrontées à des situations comme la vôtre, vous leur parlez. Je ne sais pas si vous dites ce qui vous est arrivé à vous, mais non, vous parlez. Je ne dis pas. Vous ne le dites pas, vous le gardez pour vous. Oui. Oui, après, bon, c'est sûr que je les comprends peut-être mieux que d'autres personnes qui n'ont pas vécu ça, mais comme disait madame, je pense qu'après, c'est à chaque couple de prendre sa propre décision en fonction de sa vie, en fonction de son éducation, en fonction de plein de choses, à savoir si on souhaite donner cette vie-là à son enfant ou pas, et dans quelles conditions. Mais quand on s'interroge ou on s'inquiète d'une dérive éventuelle, vous vous dites non, il n'y a pas de dérive, il y a des équipes médicales, il y a des critères, il y a une loi, il y a etc. Les choses sont maîtrisées. Marc Crassin, vous dites la même chose? Oui, non, c'est-à-dire que la décision individuelle, elle est toujours sous-tendue par le support culturel et collectif. Bon. Donc, des individus prennent des décisions aussi en fonction des représentations qui circulent dans une société. Voilà. Il me semble que c'est assez typique de la question de la trisomie 21, c'est-à-dire que pour les situations extrêmement sévères, voilà, des atteintes neurologiques, très bien. Mais il n'empêche que la question est de savoir comment, dans une société donnée et dans une culture donnée, on représente le rapport au handicap. Alors, moi, je ne parle pas de dérive eugénique, puisque finalement, le terme, il est trop connoté, hein, il renvoie à des choses, et du coup, comme il est trop connoté, il ne permet pas d'éclairer les choses. Mais il est quand même, nous devrions faire très attention au risque de tendances culturelles qui rendent évident, quelque part, que certains types de handicap relèvent en quelque sorte d'une interruption médicale de grossesse. Il me semble que c'est le cas de la trisomie 21 aujourd'hui. Et c'est un vrai problème sur la trisomie 21. Qui va, entre guillemets, disparaître. On verra de moins en moins de trisomie 21. En tout cas, les chiffres, chiffres sont quand même assez significatifs. Et du coup, ça pose une vraie question à la société. C'est-à-dire, quelles sont les médiations sociales qu'une société met en route
comme modalité de support pour porter un certain type de handicap dans la société. Alors, je pense qu'il faut éviter le terme d'eugénisme, parce que voilà, il correspond pas à la réalité. Mais vous dites quoi? Qu'il faudrait y avoir un vrai choix, que la société doit davantage proposer un support aux personnes qui veulent garder quand même un enfant qui a un handicap. Ah ben oui, sinon je pense... Et qu'elle ne le fait pas assez. Ah ben je pense que la société, du coup, est dans ce cas-là défaillante, puisque le propre d'une société, c'est de permettre à l'ensemble des individus qui appartiennent à cette société, des citoyens, votre fille est une citoyenne avant tout, de bénéficier des modalités collectives qui vont lui permettre d'exister à sa manière dans le corps social. En même temps, Madame le dit tout à l'heure, au nom de quoi est-ce qu'on va imposer éventuellement à un enfant de vivre une vie de calvaire alors qu'il n'a rien demandé? Mais c'est un jugement subjectif. Vous pouvez dire que c'est une vie de calvaire. Pourquoi vous Ça peut être ça. Bon, on a fait des sondages parmi des personnes trisomiques. Elles se disent toutes heureuses. Elles sont heureuses. Et c'est pas nié de leur part. Elles aiment la vie. Donc, je veux dire, on n'a pas le droit de dire qu'on va mettre au monde un enfant qui sera malheureux. C'est pas, pour moi, c'est pas... Non, mais la trisomie, je dirais, est un petit peu à part, parce que les enfants trisomiques sont intégrés. Les personnes trisomiques sont quand même intégrées à la société. J'évoquais, moi, les handicaps très lourds qui font que... Moi, je connais une petite fille, elle a 14 ans maintenant, elle ne marche pas, elle ne parle pas, et elle ne fait rien. Enfin, c'est un légume, quoi. Elle ne tient pas debout. Enfin, c'est terrible, parce que les parents, bien sûr, la famille est pratiquement démolie autour de ça. Et il n'y a pas d'espoir. Cette petite fille, on ne sait pas ce qu'elle pense. Je trouve que c'est terrible. Et les parents ne le savaient pas. Mais la réalité, c'est qu'il faudra bien que quelqu'un, de toute façon, prenne une décision en lieu et place de cet enfant-là. C'est ça la réalité objective de ces situations-là. Et vous avez raison de dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais vous avez raison de parler de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire, ce qui doit être le moteur central, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais cet intérêt, il va être évidemment facteur dépendant d'abord de l'état de la culture, qui va proposer des représentations, et puis de ce que les hommes et les femmes qui ont à vivre la situation vont considérer comme étant le mieux pour leur enfant à ce moment-là. Et là-dessus, il n'y a pas tellement à juger. Et dernière chose, une question peut-être un peu provocante, mais c'est qu'est-ce que la société a à perdre à se débarrasser d'enfants qui sont lourdement handicapés? Moi, je pense qu'elle a beaucoup à perdre, parce que ça veut dire... Il y a plus cette différence-là. Oui, ça veut dire qu'elle, implicitement, elle valorise un modèle anthropologique particulier, une représentation de l'homme, qui est celui qui peut globalement tout faire et qui est capable de tout. Et ça, je pense que c'est un problème. C'est-à-dire que nous perdons beaucoup dans nos représentations à ne pas avoir une reconnaissance de la valeur fondamentale, de la spécificité de personnes qui sont porteuses de handicap, plus ou moins mineurs, plus ou moins graves, etc. Ça n'évacue pas la question de l'IMG. C'est-à-dire que la question de l'IMG peut être une nécessité, bien sûr. Respect des différences. Si effectivement il n'y a plus de personnes handicapées et qu'on est tous pareils, fabriqués sur le même moule. Ça, il n'y a pas de risque. Non, mais bon. Merci. Merci en tout cas. Merci d'être venu un peu réfléchir sur ces questions-là et de nous avoir apporté votre témoignage à tous les deux. Et on voit que sur ces questions-là, il n'y a pas de règles. Enfin, il y a des règles, bien sûr, de la loi qui essaient d'encadrer tout ça, mais les décisions sont éminemment individuelles et personnel. Merci beaucoup. Merci à Aurélie Dafas qui a préparé ce débat. Je vous rappelle notre adresse internet pour nous écrire si vous voulez et puis vous dire que la semaine prochaine, eh bien, nous parlerons de la Chine. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine sur Public Sénat.